Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, force étrangère ou internationale au Mali, enjeux et perspectives d'une présence de moins en moins comprise avec son Excellence Madou Diallo, ambassadeur, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Excellence, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation et parler juste dans le micro. Excellence. Merci, M. Dissa. Merci, merci infiniment. Notre second invité est le général Issoufou Yakouba, général de police, commissaire de la composante police de la MINUSMA, UNPOL. Général, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Merci à vous surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un réel plaisir. Merci beaucoup. Notre troisième invité est M. Ibrahima Kébé, alias Kébé l'Africain, commissaire principal de l'association Faso Kanou. M. Kébé, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette belle opportunité. Merci beaucoup. Merci. Merci. Excellence, nous entendons parler de forces étrangères, de forces internationales. Pouvez-vous nous dire exactement quelle est la nature véritable des forces dont nous parlons ce soir, en l'occurrence la MINUSMA, les forces Barkhane? Monsieur Dissa, comme vous le savez, le Mali a traversé une grave crise que d'ailleurs nous continuons de subir aujourd'hui, depuis 2012. Ce qui fait qu'en réalité, l'État s'est effondré en 2012. Donc c'est dans ce cadre qu'à l'époque, les autorités de transition, notamment le président Dioncounda Traoré, a demandé l'intervention d'abord des forces françaises. C'était l'opération Serval pour stopper l'avancée des djihadistes. Ensuite, a demandé également l'intervention des Nations Unies pour accompagner le Mali. Il y a eu dans un premier temps ce qu'on appelle la MISMA, qui était une mission de stabilisation vraiment pilotée par les Africains. Et après, il y a eu une résolution des Nations Unies également toujours pour maintenant venir à la MINUSMA. Là, c'est les résolutions 2100. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces forces que vous qualifiez d'internationales sont aujourd'hui sur le territoire malien suite à des résolutions des Nations Unies et à la demande des autorités maliennes. Donc là, c'est un point qui est véritablement important à préciser. Maintenant, pour ce qui est de la mission de ces forces-là, depuis Serval jusqu'à Barkhane, vous avez compris qu'il y a une évolution. De la MISMA à la MINUSMA, vous avez compris également qu'il y a une évolution. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que la MINUSMA a aujourd'hui des objectifs qui sont précisés dans les résolutions pertinentes des Nations Unies. Parce que chaque année, il y a une résolution qui est votée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La première mission, qui est la priorité stratégique de la MINUSMA aujourd'hui, c'est d'accompagner l'État malien dans la mise en œuvre de l'accord signé à Alger. C'est plutôt l'accord issu du processus d'Alger signé à Bamako. Là, c'est la première priorité stratégique. Avec l'évolution de la situation, la deuxième priorité stratégique maintenant, c'est d'aider aujourd'hui à la stabilisation du centre du pays. Parce que nous avons connu quand même beaucoup de difficultés au niveau du centre du pays. Maintenant, en dehors de ces deux principales missions qu'on appelle les priorités stratégiques, vous avez d'autres missions maintenant qui sont aussi prévues dans la résolution des Nations Unies. Nous aurons l'occasion dans les débats d'entrer dans les détails. Mais toujours dans la résolution, toutes les forces étrangères sont prises en compte dans la même résolution des Nations Unies. C'est la même résolution des Nations Unies qui va parler de Barkhane, la même résolution qui va parler des forces du G5 Sahel, la même résolution qui va parler de l'EITM, qui est une mission d'accompagnement dans le cadre de la formation, etc. Donc c'est pour vous dire que les forces internationales
il y a sur le plan juridique maintenant, c'est les résolutions des Nations Unies qui les prévoient et qui les autorisent. Nous allons certainement avoir le temps de parler une fois de plus des missions de l'aménagement des forces Barkhane, mais nous sommes toujours au niveau des terminologies. L'appellation force internationale, la force étrangère, est-ce que les deux appellations conviennent à la fois pour MINUSMA et pour les forces Barkhane? Oui, vous savez que pourquoi on parle d'abord de forces internationales? Parce que quand vous parlez de MINUSMA, vous parlez de quand même une mission des Nations Unies, qui a quand même plusieurs composantes. Parce qu'il y a la composante militaire, il y a la composante police, le général est là, il y a une composante civile également qui est là. Mais à l'intérieur, vous allez trouver que quand vous parlez des Nations Unies, c'est l'ensemble des pays membres maintenant qui sont concernés. Et parmi ces pays membres, il y a un certain nombre de pays aussi qui déploient des troupes, des contingents. Donc c'est pour cela, naturellement, on va parler, si vous voulez, de forces internationales. Maintenant, pour ce qui est de Barkhane, Barkhane c'est quand même, si vous voulez, une force française, puisque ça intervient sur le territoire malien. C'est pour cela, en ce moment, la terminologie, on peut parler de forces étrangères, mais on peut parler d'international aussi, dans la mesure où il y a toujours une relation de travail entre l'aménagement et la force Barkhane. Mais Excellence, je reste toujours sur vous. En fait, si nous sommes sûrs que le Mali a fait appel à Serval à l'époque, nous n'en sommes pas aussi sûrs que le Mali a fait appel à la MINUSMA, encore moins à la MINUSMA. Oui, en fait, j'ai souligné un point, je n'étais pas entré dans les détails, mais je vais le faire. Je vous ai dit tantôt que le mandat de la MINUSMA est renouvelé chaque année au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La dernière fois, c'était au mois de juin. Et il a fallu au Mali de faire beaucoup d'acrobaties. Il y a fallu également aux autorités maliennes de convaincre beaucoup de partenaires, parce que certains étaient réticents, et se poser la question, est-ce qu'il fallait continuer avec la MINUSMA sous sa forme actuelle ou pas. Donc c'est à la demande des autorités maliennes et de leurs partenaires qui les ont appuyés que le Conseil de sécurité a accepté de renouveler le mandat de la MINUSMA. Donc c'est pour vous dire que sur ce plan, si la MINUSMA est sur le territoire malien aujourd'hui, c'est parce que les autorités maliennes en ont fait la demande. D'accord, merci Excellence. Merci. Mon général, alors, vous allez nous parler de la MINUSMA, qu'est-ce que c'est la MINUSMA, sa composition et ses missions. Merci de l'occasion que vous me donnez pour parler de la MINUSMA. Donc comme son nom l'indique, c'est la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali. Multidimensionnelle, pourquoi? Parce que elle fait appel, comme l'a dit l'ambassadeur, elle répond à l'appel du gouvernement malien et de la sous-région, parce que la crise qui prévalait et qui prévoit encore, comme il l'a dit si bien, donc a des causes multiples et multiformes. D'où la nécessité d'une réponse tout aussi multidimensionnelle. Et c'est là donc pour le caractère multidimensionnel mais intégré. Pourquoi intégré? Parce que la crise, la réponse n'est pas seulement côté militaire ou policière, puisqu'il y a des dimensions politiques pour que nous puissions, il a parlé de l'accord, les négociations, le cessez-le-feu. Et tout cela, c'est quand même un plaidoyer hautement politique qui intervient en la matière. Également, la dimension politique se fait ressortir au niveau de l'application de toutes ces dispositions. Nous avons également de volets civils, c'est-à-dire que c'est des réponses au niveau de la société civile, par exemple la mobilisation de la propriété civile. Nous avons des sections qui le font. Nous avons également, donc pour tout ce qui est de l'appui à la mise en œuvre. C'est pour cela donc nous avons, si je peux schématiser, nous avons trois composantes. La composante en uniforme, donc qui est subdivisée en deux, à savoir la composante, la force, qui est là pour la mise en œuvre des dispositions sécuritaires de l'accord, à savoir d'abord l'observation et du cessez-le-feu, également l'accompagnement
de l'ensemble des dispositions relatives à la sécurisation du Mali à travers des opérations conjointes avec les FAMA. Nous avons également l'accompagnement en tout ce qui concerne la mise en œuvre du processus DDR-SSR. Donc particulièrement en ce qui concerne le mécanisme opérationnel de coordination. Donc à ce niveau, la force intervient. Mais elle n'intervient pas seule, elle intervient également avec le soutien de certaines structures civiles. Nous avons la composante police, dont je suis le chef, donc, qui a également un rôle à jouer à travers la mise en œuvre des dispositions de l'accord, les mesures de défense et de sécurité, à savoir toutes les mesures concernant le redéploiement des FSM. Le redéploiement des FSM qui doit être le préalable à la restauration de l'autorité de l'État parce qu'il faudrait redéployer les FSM. Les redéployer suppose d'abord qu'il faut renforcer leur capacité à travers des actions de formation, à travers la réalisation d'infrastructures et également des équipements et les accompagnements sur le terrain. Donc voilà composante civile, police. Nous avons les civils. D'abord la civile aussi est distingue en deux. D'abord l'appui, la direction de l'appui à la mission qui vient aider du point de vue des ressources humaines, de la logistique, des transports et tout ce qui contribue à l'atteinte des objectifs des sections subjectives qui constituent l'aménagement. Donc à ce niveau, nous avons, au niveau civil, nous avons la division politique. La division politique qui intervient dans toutes les négociations et qui fait également le plaidoyer et dans la résolution de tous les problèmes auxquels la mise en œuvre de l'accord doit faire appel. Donc nous avons à ce niveau d'abord le représentant spécial du secrétaire général, ces deux adjoints qui font un rôle éminemment important en matière de plaidoyer sur le plan politique. Donc la division politique que je viens de parler, nous avons la division des affaires civiles. La division des affaires civiles, elle aussi, son rôle consiste d'abord à l'accompagnement des autorités civiles, leur installation, également leur accompagnement partout où ils ont suffisant. Donc au niveau du nord et du centre. Donc il y a eu des actions de formation, des actions de renforcement de capacité, des réhabilitations d'infrastructures pour permettre leur déploiement. Également la mobilisation et l'accompagnement de la société civile. Comme vous le savez très bien, la société civile, c'est aussi un acteur important dans la mise en œuvre de l'accord et également dans la résolution de la crise. Nous avons la section, je suis en train de prendre au hasard, donc du genre. Aujourd'hui, la question genre est fondamentale et transversale. Donc on ne peut pas gérer au plan politique et opérationnel certaines actions sans l'implication de la femme, qui d'abord qui subit, qui est la première à subir, et également dont le rôle est incontournable, en tout cas quand on prend la composition de la société, et également la nature des crises à faire face. Nous avons aussi, également la section protection des mineurs. Donc, dans la même foulée, donc, tout ce qui concerne la préoccupation des jeunes qui sont victimes, les enfants soldats, toutes ces préoccupations doivent être prises en compte dans la mise en œuvre de l'accord. J'aimerais également parler d'une autre section, de la division DDR-SSR, division DDR-SSR qui accompagne la mise en œuvre de l'accord à travers d'abord tout ce qui concerne le MOC, l'accompagnement des structures de mise en œuvre de l'accord qui ont été prévues, à savoir la commission de l'intégration, la commission de réforme du secteur de la sécurité. Donc toutes ces structures ont bénéficié de l'accompagnement de cette division DDR-SSR. Nous avons également d'autres, peut-être que... Allons-y. Donc la division des droits de l'homme, comme vous le savez également, cette division des droits de l'homme intervient pour ce qui est d'abord la promotion et la défense des droits humains dans pratiquement tout le processus de mise en œuvre de l'accord. Donc toutes ces sections, toutes ces divisions ont un rôle complémentaire. Si je prends par exemple la composante, nous avons une des divisions avec lesquelles nous travaillons énormément, c'est la section qui s'occupe de la justice
et l'administration pénitentiaire. Donc, qui contribue énormément à la lutte contre l'impunité. Donc, à travers l'interaction que nous avons avec la composante police, et ce qui fait que, par exemple, la mise en œuvre du pôle judiciaire qui a été créé, la brigade d'investigation spécialisée et d'autres unités spéciales qui sont chargées de la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. Alors donc nous avons beaucoup de composantes. Absolument, toutes les composantes. Maintenant justement pour combien de missions, en plus des missions citées par son Excellence, première grande mission, l'accompagnement, la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger, seconde grande mission, la stabilisation du centre, y a-t-il d'autres missions? Absolument, j'aimerais évoquer le cas de la protection des civils. C'est une des grandes missions où dans cette résolution, il a été demandé d'aider, d'accompagner le gouvernement malien à mettre en place une stratégie globale intégrée en matière de protection des civils. C'est-à-dire que la stratégie doit prendre en compte la dimension sécuritaire, la dimension économique, socio-culturelle. Donc qu'aucune des dimensions ne soit oubliée. Le retour des déplacés internes et des réfugiés. Donc ça fait partie. Et là, en ce moment, quand vous allez voir l'assistance humanitaire, c'est un des aspects très fondamentaux. Et tout cela pour vous dire que l'accompagnement, par exemple, de la composante force, qui n'est pas une force pour faire la guerre, mais une force qui doit accompagner les sections substantives de la mission à délivrer leur mandat. Donc la composante police intervient également dans la mise en œuvre de ce mandat à travers l'accompagnement et la création d'un environnement sécuritaire au profit des sections substantives de la mission pour pouvoir délivrer leurs activités. Et pas seulement donc, au niveau de l'amusement, donc nous avons maintenant une approche intégrée, un cadre stratégique intégré de coordination non seulement des activités de l'amusement, mais également de l'équipe pays des Nations Unies. Donc l'ensemble, parce que toutes les thématiques, il y a 3-4 sections qui se retrouvent et en complémentarité. Et mieux encore, avec le soutien d'autres entités qui ne sont pas nécessairement des Nations Unies, telles que par exemple l'Union européenne. La composante militaire, c'est l'EETM qui fait la formation, le renforcement des capacités au profit des forces de défense et de sécurité maliennes. Nous avons le Cap Sahel, donc avec lequel nous avons pratiquement un partenariat parce que c'est les mêmes cibles que nous avons. Maintenant, pour délivrer tout cela, je dis encore une fois de plus, nous avons des cadres juridiques qui ont été placés en application des différentes résolutions, c'est les mémorandums d'entente pour le soutien aux femmes et les mémorandums d'entente pour le soutien aux forces de sécurité intérieure. Mais un point sur lequel j'aimerais quand même insister, c'est surtout la lutte contre l'impunité, où nous avons contre l'impunité, parce que l'impunité aujourd'hui, c'est ce qui est en train de faire en sorte que la crise perdure, parce que nous avons eu des attaques. Au cours des attaques, nous avons le soutien en matière de formation sur des thématiques appropriées. Donc toutes les nouvelles formes de criminalité et également de terrorisme. Donc à travers le renforcement des équipes sur le terrain et également une assistance technique. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, les terroristes, ce n'est pas des gens qu'ils peuvent avouer. Il faut les confondre par des preuves techniques et scientifiques. Et nous avons une unité, en tout cas, qui dispose de tout l'appareil technique et scientifique permettant l'évaluation des affaires. Donc je pense que je peux développer d'autres détails également au fil du débat. Merci bien. La possibilité de les faire tout au long de l'émission. Monsieur Kébé, alors vous venez d'écouter son Excellence et le général par rapport aux missions de l'aménagement. Est-ce à dire que ces missions ne sont pas comprises de nos populations, ou alors ce sont des missions qui ne sont pas tellement adéquates aux réalités du terrain au Mali? Est-ce que c'est des missions dont nous avons vraiment besoin par rapport à nos besoins réels sur le terrain? Tout d'abord, honneur et respect à Mohamed Al-Kadhafi, qui a été sauvagement assassiné
un 20 octobre par l'impérialisme international sous la direction du leadership de Nicolas Sarkozy. Et on espère bien que tôt ou tard, justice sera faite. Ce n'est pas que des fils seulement, c'est d'autres fils dignes de notre continent qui se sont dressés de toute leur taille pour notre dignité. Deuxièmement, parler aujourd'hui des forces étrangères et constater l'absence de la Barkhane, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Secondo, il faut le rappeler, vous l'avez dit, certains parlent de forces étrangères, d'autres de forces internationales, avant de répondre à votre question. Mais sachez que tout ça là, c'est pour masquer la réalité. En réalité, on peut accepter l'appellation forces étrangères, mais il s'agit des forces impérialistes néocoloniales qui sont stationnées aujourd'hui en République du Mali. Mais ils n'osent pas dire ça clairement. C'est pourquoi dans le discours, dans les résolutions, c'est de belles phrases, ils promettent le paradis sur terre, alors que c'est dans les actes que les hommes posent chaque jour qui passe qu'on dénote en réalité l'intention ou la réalité des choses. Aujourd'hui, vous l'avez tout à l'heure écouté, monsieur l'ambassadeur a parlé un peu de l'historique de ces forces étrangères-là au Mali, mais il faut remonter un peu, encore beaucoup plus loin. Si vous voyez aujourd'hui que ces forces étrangères sont stationnées en République du Mali, ça relève en réalité de la volonté de la France impérialiste afin de pouvoir avoir une mainmise sur nos richesses. Donc maintenant, ils ont planifié cette intervention en réalité. En lisant le dernier rapport depuis avant 2010-2009 du Sénat français, on se rend compte exactement qu'ils planifiaient vraiment leur intervention. Parce que la France, en 1957, a voté une loi au niveau de l'Assemblée nationale française, c'est la loi d'OCRS, c'est-à-dire Organisation commune des régions sahariennes. Et aujourd'hui, Barkhane a exactement la délimitation de l'OCRS. C'est vrai, c'est les autorités maliennes de l'époque qui ont fait appel, malgré elles-mêmes, à ce que la France intervienne, mais en réalité, on savait que la France préparait cette intervention-là. Aujourd'hui, après Serval, ils ont pris d'autres noms, etc. C'est leur stratégie, c'est leur méthode. C'est pourquoi vous constatez que chaque année, ils disent non, il faut renouveler les mandats, il faut renouveler, il faut renouveler. Et on vient juste de renouveler le mandat de cette mission internationale, s'ils le disent. Mais en réalité, il y avait même des blocages, mais on ne le dit pas. Les États-Unis même n'étaient pas d'accord parce que les États-Unis a mis des réserves sur l'efficacité de l'amunissement. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Donc, les missions qu'ils viennent de dire, la mission principale qu'on peut retenir, c'est l'application intégrale du papier issu du processus d'Alger qui ne passera pas. Et ça ne peut pas être appliqué en République du Mali. Eux-mêmes, ils le savent, mais ça les arrange. Ils essaient de bouger les choses, essaient d'endormir la conscience des uns et des autres en disant non, il y a d'autres volets, la lutte contre ceci, la lutte contre cela, il y a la question du genre par-ci, qui n'ont rien à voir avec les réalités réelles de notre pays. Voilà ce dont on a besoin aujourd'hui. Le Mali a réellement besoin que son intégrité territoriale, acquise depuis le 22 septembre 1960, soit rétablie. Que notre souveraineté soit exercée sur l'ensemble de notre territoire national, c'est-à-dire de Talahandak jusqu'à Djangoulikounda à Nioro du Sahel. Que notre drapeau, notre hymne national, notre devise soit respecté sur l'ensemble de notre territoire national. Que les services sociaux de base qu'ils organisent les conditions ou qu'ils favorisent le terrain pour que les services sociaux de base puissent retourner partout sur notre territoire, ou même préparer le retour de nos parents qui croupissent dans des camps de réfugiés. Vous voyez, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas des camps de réfugiés, alors que les gens croupissent là-bas. Donc, on a réellement besoin de mettre fin à cette escalade de la violence, à l'insécurité galopante. Mais en réalité, que fait l'amunissement sur le terrain? Que font les forces étrangères sur le terrain? C'est pourquoi, puisque leur mission n'est
ne prend pas en compte en réalité les aspirations profondes de notre peuple, je ne parle pas des dirigeants, mais je parle du peuple. Vous avez constaté récemment que partout sur le sol malien, les gens se mobilisent, les patriotes se mobilisent contre ces forces étrangères-là. À commencer par les jeunes. Au niveau de Badalabougou, je vais finir. Ils ont eu plus de temps que moi. Hein. Oui, c'est ça. Et à Badalabougou, vous avez constaté que les jeunes, les patriotes se sont mobilisés contre l'installation du G6 Sahel. Ça n'a pas marché. Et vous avez constaté également que récemment, à travers le pays, les gens se mobilisent contre ces forces étrangères. Et là où je vous parle, cette nuit, il y a des manifestations contre ces forces étrangères-là. Et d'autres manifestations, les gens sont en train d'organiser des manifestations dans les semaines à venir. Là, vous allez constater que les gens se mobilisent. Donc, le peuple a compris en réalité en 2012, quand les autorités ont demandé à ce que ces gens viennent sur notre sol, ils ont dit non, ils vont venir pour trouver la solution à tous nos problèmes. Mais on s'est rendu compte en réalité que c'est de la poudre aux yeux. Et pour finir, la lutte contre l'impunité est une question fondamentale aujourd'hui. Mais on serait très heureux en tant que Malien. On se rappelle, quand la MINUSMA a tiré à balles réelles en août 2015 sur les jeunes de Gao, les menus, sous la direction du général Thibault, si j'ai bonne mémoire, est-ce que la justice a été faite? Qu'est-ce qu'on attend? D'accord. Et tant d'autres choses. Merci, M. Kodé. Excellence, nous revenons à vous. Le mandat, les missions, par exemple, de la MINUSMA, est-ce que c'est des missions qui tiennent vraiment en compte les aspirations profondes du peuple malien, comme le disait tout de suite M. Kébé? Sinon, comment vous comprenez alors tous ces mouvements alors, contre ces forces internationales finalement chez nous? Vous savez, M. Dissa, quand il y a des attentes, et quand ces attentes ne sont pas comblées, c'est normal véritablement que les gens se posent des questions. Tout à fait. Mais souvent, je dirais que c'est parce que les gens n'ont pas toujours la bonne information. Parce qu'avant même de parler de MINUSMA et de faire venir la MINUSMA, il faut d'abord expliquer aux gens comment se déroule le processus des missions de paix des Nations Unies. Allons-y, Excellence. C'est sous plusieurs chapitres. Il y a d'abord le chapitre 6. Et le chapitre 6, c'est dans le cadre des opérations de maintien de la paix, mais ce n'est pas un chapitre fort, comme on dit, entre guillemets, parce que généralement, c'est dans des situations où il n'y a pas véritablement beaucoup de tension, on a peut-être besoin seulement d'une force tampon, etc. Il y a le chapitre 7, qui est un chapitre fort. Quand le Conseil de sécurité met un mandat sous le chapitre 7, cela veut dire qu'il veut insister sur quelque chose, qu'il veut donner un signal pour dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'à l'utilisation de la force. Mais le chapitre 8, je ne vais pas en parler parce que ça concerne un peu des cas qui aujourd'hui ne nous intéressent pas. Dans les cadres peut-être souvent sous-régional, on n'est pas encore à ce niveau. Mais le principe déjà des opérations de paix aux Nations Unies, c'est que les forces des Nations Unies agissent généralement d'abord en cas de légitime défense. Mais au-delà de cela, comme je l'ai dit aujourd'hui au Mali, pour le cas du Mali, on est sous le chapitre 7. Le chapitre 7 fait que les Nations Unies, donc la MINUSMA, peut avoir recours à la force en dehors des cas de légitime défense pour la protection, par exemple, des civils, comme vient de le dire le général. Mais la MINUSMA n'a pas mandat et les Nations Unies n'ont pas mandat à venir dans un pays pour faire la guerre. Alors dès le départ, il fallait être clair à cela pour que les Maliens comprennent. Et c'est quelque chose qui n'est pas étranger pour le Mali, parce que cela fait des décennies que le Mali envoie des hommes dans les opérations de paix dans d'autres pays. Tout à fait. Donc nous savons déjà comment cela marchait. Donc si cela ne faisait pas notre affaire, il aurait fallu en ce moment que nous, on dise, on ne fait pas appel aux Nations Unies. Mais si on fait appel aux Nations Unies, il faudrait que l'on sache les conditions dans lesquelles vraiment les Nations Unies interviennent. Ce que je voudrais vous dire, M. Dissa, c'est que quand vous prenez les opérations des Nations Unies,
sur 50 ans. Il y a certaines opérations qui ont duré 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il n'y a pas eu autant de pertes qu'au Mali par rapport à l'aménagement. L'aménagement est devenu aujourd'hui la mission la plus meurtrière des Nations Unies. Tout à fait. Et les pays qui composent principalement l'aménagement aujourd'hui, c'est des pays voisins. Il y a le Burkina, le Niger, le Tchad, le Nigeria. Donc ce sont les enfants de ces pays qui sont en train de mourir aujourd'hui au Mali. Mettons-nous aussi à leur place. Si nous, on envoie des Maliens dans d'autres pays, que certains trouvent la mort, nous savons ce que cela nous fait. Combien cela va nous affecter. C'est la même chose quand nous perdons aujourd'hui des militaires maliens. C'est tout le peuple malien qui en souffre. Donc, quelque part, moi je dirais qu'il faudrait reconnaître aussi ces sacrifices qui est en train d'être consentis par d'autres pays qui envoient aussi leurs enfants pour pouvoir nous aider. Mais maintenant, toujours pour revenir au travail de l'aménagement est venu avec des missions, avec des prérogatives, avec un calendrier clair. Mais ce que nous devons savoir aussi, c'est que chaque année, quand la résolution est votée à nouveau, mais on adapte la résolution aux réalités du Mali. Et c'est le Mali qui donne en réalité, si vous voulez, les grandes lignes. Quand vous voyez chaque année dans la résolution, quand le Mali annonce, on veut faire quelque chose, par exemple 2018 c'était l'élection présidentielle, donc pour le mandat, on donne à l'aménagement le mandat d'accompagner le Mali. Donc c'est pour vous dire que ce sont ces aspects qui sont importants, et l'aménagement est là pour appuyer aussi, aider nos forces de défense et de sécurité. Mais l'aménagement, la résolution précise qu'il revient, il incombe au Mali, en premier lieu d'assurer la sécurité du Mali. Et s'il y a quelque chose qui est véritablement sacré dans les résolutions des Nations Unies, c'est le respect de l'unité nationale, c'est le respect de l'intégrité territoriale, c'est le retour de l'État. Et tout cela, ce sont des aspects qui sont importants et qui sont consacrés dans les différentes résolutions des Nations Unies. Mais justement, vous avez évoqué le chapitre 7 et vous dites que le mandat de l'aménagement est placé sous le chapitre 7, ce qui veut dire qu'il y a besoin d'insister sur quelque chose, au besoin utiliser même la force pour y arriver. C'est quelque chose-là dans le contexte malien. N'est-il pas vraiment la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien? Comment les Maliens peuvent comprendre que malgré la présence des Barkhane, malgré la présence de l'aménagement, qu'au Mali on ne dorme plus, que ce soit impossible de dormir, que chaque jour, que ce soit tout le temps des attentats, des attaques terroristes, djihadistes, c'est exactement ce que les Maliens n'arrivent pas à comprendre, son excellence. Alors, ne serait-il pas mieux peut-être de renégocier un mandat de l'aménagement, cette fois-ci, en intégrant cela au besoin de combattre par la force ces terroristes et ces djihadistes? Vous savez, sur ce plan déjà, l'aménagement intervient. C'est pour cela que j'ai parlé de la protection des civils. Quand vous parlez de terrorisme, un terroriste s'en prend quand même, si vous voulez, en priorité d'abord à des civils. Donc l'aménagement fait ce travail-là. Mais ce que vous devez aussi intégrer, c'est que nous sommes dans une grande crise depuis 2012 qui affecte non seulement le Mali, mais si vous voulez, presque l'ensemble des pays de la sous-région. C'est dû, si vous voulez, aussi aux effets de la crise libyenne, qui fait que chaque année, à l'époque, vous savez que le budget militaire de la Libye, c'était plus de 2 milliards de dollars par an. Et ce qu'il y a eu comme arme dans la nature, après la dislocation de la Libye, c'était plus d'une valeur des armes, d'une valeur de plus de 32 milliards de dollars. Donc c'est pour vous dire que quand tout cela intervient dans une sous-région, ça déstabilise totalement la sous-région. Mais ne nous servons pas de l'aménagement comme bouc émissaire. Il faudrait savoir que la première responsabilité incombe d'abord aux Maliens eux-mêmes. L'aménagement est là pour nous aider, pour nous accompagner. Mais quel jour l'aménagement a empêché le Mali de lutter contre les terroristes ou les djihadistes? Pas à ma connaissance. Parce que ce n'est pas ça son travail. Son travail, c'est d'accompagner le Mali. D'accord, si cela est du cas de l'aménagement, oui, et celui de forces Barkhane qui viennent à la suite de Serval, nous nous rappelons en 2013, Serval a reconquis carrément tout le nord du Mali.
Pourquoi, déjà à cette époque-là, ne pas permettre à l'armée malienne d'être à Kidal déjà? Oui, vous savez, M. Dissa, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à la place de Barkhane. Parce que c'est pour cela que j'aurais souhaité vraiment que Barkhane soit là, parce que c'est à Barkhane de donner les éléments par rapport à ces aspects. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la situation du Mali, il y a toujours un aspect géostratégique qui est là. Et justement, ces aspects géostratégiques-là doivent être discutés, doivent être négociés avec les dirigeants. Il faudrait éviter souvent de tirer des conclusions très hâtives sans avoir tous les éléments en main. Tout à fait. Je ne m'excuse pas Barkhane, je ne parle pas à la place de Barkhane. Mais simplement, je vous dis que mettons aussi de la prudence dans nos analyses. Sachons que le Mali est aujourd'hui dans une situation où on a besoin des partenaires. On a besoin d'amis. Ne nous créons pas inutilement des ennemis. Et je reviens sur un point que M. Kébé avait soulevé. C'est les débats, les discussions autour des résolutions des Nations Unies, notamment la résolution par rapport, si vous voulez, au renouvellement du mandat de l'aménagement. Il a parlé du cas des États-Unis, mais c'est vrai, il n'y a pas quelque chose à cacher sur ce plan. Tout le monde a suivi, même la présentation du rapport du secrétaire général. Nous avons suivi les réserves des États-Unis. Il y a d'autres pays également qui avaient posé des questions, qui s'interrogeaient aujourd'hui sur l'utilité, parce que pour ces pays, on ne fait pas suffisamment de progrès, notamment dans la mise en œuvre de l'accord. Mais ce sont des réalités qui sont là. Entre Maliens, il faudrait d'abord qu'on en parle entre nous. Et que nous-mêmes, on essaye de trouver une solution. Et c'est à partir de ces solutions que nous-mêmes nous allons trouver, que nous allons donner des signaux. Et que ces signaux maintenant seront repris maintenant dans les résolutions au niveau des Nations Unies. Merci, Excellence. Mon général, autant c'est vrai que les États-Unis avaient émis des réserves, mais autant certains chefs d'État de la sous-région partent jusqu'à ce que la sous-région soit dotée quand même d'une force offensive contre les djihadistes, contre les terroristes. Il y en a parmi eux qui vont jusqu'à demander un élargissement de la MINUSMA au Burkina et au Niger, qui selon eux connaissent les mêmes problèmes que le Mali. Pourquoi pas, justement, mon général? Et quel intérêt avons-nous alors dans une telle situation, c'est-à-dire en élargissant le mandat de la MINUSMA à ces pays-là et en donnant à la MINUSMA alors la possibilité de déclencher des offensives contre les djihadistes et les terroristes? Merci. Donc, je vais permettre d'abord que je revienne sur des aspects qui ont été évoqués, à savoir le principe de base, c'est que l'État malien est un État souverain. Partant de ce principe, la mission qui a été établie ici au Mali, il l'a rappelé à la demande du gouvernement malien. Donc, toutes les activités que nous menons, il faut d'abord que le Mali se l'approprie. Et nous, on est en appui. Il en est de même quand il avait parlé du chapitre 7 des mesures. Donc, il y a non seulement la défense, la légitime défense, mais la défense de son mandat. Maintenant, pour ceux qui ont la légitime défense, même le problème qui se pose, la protection des populations civiles, c'est d'abord d'avoir des informations de qualité et de dire que voilà une attaque imminente. Mais la résolution le précise aussi, pas partout au Mali, parce que nos ressources sont limitées. Là où nous sommes présents, et si les ressources le permettent. Donc aujourd'hui, je pense que s'il y a une mission qui se plaint de manque de moyens, c'est-à-dire qu'au niveau de la flotte aérienne, c'est bel et bien l'amusement. Donc cela aurait pu peut-être, en tout cas, d'avoir un impact beaucoup plus positif sur ce qui est en train d'être fait. Maintenant, je reviens à ce qu'il avait dit tantôt par rapport à la population civile. Je pense que la population civile, il faut faire le distinguo. Je pense que les gens qui sont au nord, les populations du nord, parce que tous les gens du nord ne sont pas nécessairement partie de groupes armés signataires. Nous avons également une frange population importante qui est toujours au centre, et parmi lesquels nous avons des acteurs de la société civile, lesquels connaissent l'importance de l'amusement et du rôle en matière de stabilisation que cette mission est en train d'accomplir. En
En ce qui concerne maintenant le renouvellement du mandat, avant le renouvellement, vous savez, les missions permanentes. Il y a beaucoup de pays qui viennent, que ce soit les parlements, que ce soit même les ambassadeurs, qui viennent évaluer la situation sur le terrain. Nous avons également beaucoup d'instituts de recherche qui font des études sur l'évolution de la situation au Mali. La MINUSMA elle-même, en partenariat avec le Mali, envoie périodiquement des rapports quant à la mise en œuvre du mandat assigné, et maintenant de faire ressortir les nouveaux développements et les nouvelles orientations. Maintenant, c'est au vu de ceux qui entendent de se développer, tel que par exemple le centre faisait partie du mandat de la MINUSMA. Mais c'est la MINUSMA qui était la première à percevoir qu'il y a une situation qui est en train de se dégrader à ce niveau et qu'il fallait l'inclure, le prendre en compte. C'est ce qui a fait qu'effectivement le centre est rentré dans le mandat de la MINUSMA par la suite, mais ce n'était pas adapté. Donc nous sommes partis d'une situation où je comprends la frustration de Québec. C'est que la MINUSMA est une mission de stabilisation. Elle a été conçue pour la stabilisation, mais un élément nouveau et assez important qui vient se greffer, c'est le phénomène terrorisme et radicalisme. Donc là, à ce niveau, étant donné que la MINUSMA n'a pas un mandat de lutter contre le terrorisme ou le radicalisme, la MINUSMA a eu à jouer un rôle déterminant dans le développement de la stratégie nationale en matière de prévention et de lutte contre le radicalisme violent et le terrorisme. Et je l'ai dit tantôt, toutes les sections de la MINUSMA, chacune apporte un rôle, son appui aux différents départements ministériels qui sont en charge de la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, que ce soit la prévention, la répression ou même la répression sociale. Vous avez évoqué l'extension du mandat au pays de la sous-région, mais je peux vous dire, par exemple, quand Québec me disait que l'impérialisme là, nous avons 9 pays de la CEDEAO, par exemple, qui font partie de la composante police. Et dans les pays membres du G5, il y a seulement la Mauritanie qui ne fait pas partie. Donc, à ce niveau, je pense que l'effort est là. L'effort est là, et je pense que on ne peut pas envoyer des nationaux pour mourir. Mais un des aspects sur lesquels il va falloir peut-être insister, c'est d'abord quel est le rôle, quelle est la contribution de la société civile elle-même aux côtés de l'État malien. Pour lutter contre le terrorisme, il y a la force Barkhane. Aujourd'hui, je pense que son rôle est assez déterminant. Et c'est pour ça que les États de la sous-région également ont conçu la force G5 Sahel. Donc la force G5 Sahel, c'est l'émanation des États de la sous-région. Et que ces États, la MINUSMA soutient effectivement le renforcement du mandat de la MINUSMA. Le secrétaire général des Nations Unies n'a de cesse de demander à ce que le renforcement de la capacité du G5 soit de mise pour permettre effectivement à cette force de fait la lutte contre le terrorisme. Il l'a dit, le mandat, le chapitre 7, n'est pas de nature à permettre à la MINUSMA de lutter contre le terrorisme. Ça ne fait pas partie de ce chapitre, ça ne fait pas partie de ce mandat. Mais la MINUSMA fait un travail éminemment important pour tout ce qui concerne la prise en compte de ce phénomène terroriste. Maintenant, l'extension, je pense que ça, c'est une dimension politique, donc, qui est à l'appréciation non seulement des chefs de la sous-région, mais également de l'appréciation du Conseil de sécurité. Voilà ce que je peux dire. Merci, mon général, monsieur Kébé. Alors, nous nous acheminons quasiment presque vers la fin de l'émission. Il ne nous reste plus que quelques 15 minutes. Voilà, qui nous sépare de la fin de l'émission. Dites-nous, monsieur Kébé, vous avez 5 minutes en tout et pour tout. 5 minutes. Oui, 15 minutes. 15 minutes. Alors, dites-nous, monsieur Kébé, dites-nous, alors, et quand nous regardons tout ce qui vient d'être dit là tout de suite, est-ce que vous pouvez alors, nous dire, s'il faut,
Alors, toujours garder ces forces internationales en état, ou faut-il les renforcer? Bref, que faut-il faire pour permettre à ces forces internationales alors de nous donner les résultats escomptés pour qu'il y ait moins d'incompréhension entre ces forces et nos populations? Très bien. Très rapidement, M. Dissa, il faut que je revienne sur certains Vous avez éléments. 5 minutes. Oui, ben, je préfère quoi, vraiment. Dans un premier temps, il faut que nous soyons très clairs là-dessus. La France a utilisé l'ONU comme couverture, comme vous avez constaté autour de cette table, que la MINUSMA utilise maintenant l'État malien, le gouvernement malien comme couverture. En réalité, ils ne sont pas là pour protéger la population civile. Ça, il faut qu'on soit très clair. On se rappelle, l'ONG ACLED a communiqué une information récemment. Il dit que de novembre 2018 à mars 2019, il y a eu 4700 personnes qui ont été tuées dans 1200 incidents. Donc, quand il y a eu 1001 morts au niveau des forces qui sont là, et l'Assemblée générale des Nations de l'ONU a pris une résolution, je pense bien si j'ai bonne mémoire, 73-320 du 3 juillet, et ils ont prié le secrétaire général de prendre des dispositions idoines pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel, surtout le personnel en tenue. On n'a pas parlé des populations civiles, ça c'est dans leur résolution. Donc l'information là, très généralement c'est dans leur site à eux. Au-delà de ça, moi je ne suis, c'est pas que Québec est frustré, hein. En réalité c'est le peuple malien qui est frustré. Parce que, principalement, la MINUSMA est perçue comme une force d'interposition, une force d'imposition, deux fois deux mois. Je vais venir. C'est que la MINUSMA ne l'est pas, cette force d'interposition. Elle l'est okay. Sur le terrain. Ça m'amène à répondre à l'ambassadeur qui a posé une question récemment. Moi, je préfère, même si mon temps, je ne vais plus parler. Je voudrais rappeler. Je me rappelle très bien, en 2015 ou 2016, l'association Fasokan a organisé son espace de dialogue et de mobilisation pour la patrie dans le cadre de la journée des Nations Unies. Donc on a fait un peu le truc, mais on a constaté que la ville de Kidal fut encerclée le 29 mars déjà 2012, durant 4 jours par Ansaradine de Yad et le Mbelela, mais c'était là la France est restée bouche bée. Le 18 mai 2013, l'armée française stoppa le processus de libération de Kidal par le MAA pro-Mali. C'est des dates qui sont vérifiables. Le 5 juin 2013, l'armée française s'oppose à nouveau à la libération de Kidal en interdisant l'entrée à Kidal à Hadji Gamou et Didier Dako. Les dates sont vérifiables. Et ce n'est pas la première fois qu'on communique sur ça. Le 17 mai 2014, vous avez vu l'attaque qui s'est fait à Kidal, comment ça s'est déroulé, le rôle que les forces étrangères ont joué contre nous. Et le 21 mai aussi, avec la présence de Mara à Kidal. Le 25 janvier 2015, ils ont tiré à balles réelles sur les jeunes à Gao. Et on se rappelle, le 17 août 2015, la MINUSMA s'oppose à la libération de Kidal à nouveau en mettant en place une ceinture de sécurité dans un rayon de 20 km. Ça s'est passé. On se rappelle de cette histoire de Tabankort et de Tabrichat. Donc, il faut... Ça, c'est les dates qui ont été communiquées avant aujourd'hui. Il y a eu des déclarations sur ça avant aujourd'hui. Tout est vérifiable. Donc, on a de la peine quand on voit qu'on a des frères. On est des panafricains. On a des frères du Burkina, du Niger, qui sont tombés sur notre sol. Ça fait mal. Mais ceux-là même sont utilisés par l'impérialisme pour faire mal à notre continent. Donc, pour répondre à votre question, monsieur Dissa. Vous avez 1 minute maintenant, monsieur Kébé. Aujourd'hui, on est mieux défendu que par soi-même. On ne peut pas confier la défense de notre souveraineté nationale et de notre intégrité territoriale à l'ex-puissance coloniale. Non. Il faut faire confiance à notre peuple. Pour finir, vous avez vu, quand on a fait appel à la question de contribution volontaire pour l'effort de guerre, il y a eu des dizaines de milliers ou des vingtaines de milliers de jeunes en 48 heures qui ont décidé de se faire enrôler gratuitement pour défendre leur patrie. Mais l'impérialisme n'est pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ces groupes-là. Vous avez vu, on dit que non, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Mais les groupes d'autodéfense,
ont parvenu au moins à libérer plus de 10 localités, hisser le drapeau malien et demander à l'armée malienne de sécuriser. Après, le régime IBK leur a dit hey, quittez, ce n'est pas votre mission. Mais on a compris, je finis s'il vous plaît, on a compris qu'ils n'ont pas mandat pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est le terrorisme qui nous dérange. S'ils n'ont pas mandat, ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme. Mais pourquoi ils restent? D'accord, merci. C'est pourquoi on a compris. Barkhane est allé à Bourkessi, s'il vous plaît, 30 secondes s'il vous plaît, okay. 30 secondes. À Bourkessi, 72 heures après, il y a eu l'attaque. Il y avait quoi? À Ogosagou, l'aménagement était à 300 mètres des lieux. Mais pourquoi il n'y a pas de réaction? Allah Sabaligoye. D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Kébé. Excellence, alors, qu'allons-nous faire avec ces forces internationales? Va-t-on les garder en l'état? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces forces internationales puissent vraiment continuer à nous aider, à nous en sortir? Si on en a vraiment besoin, bien sûr. Monsieur Dissa, ce que je voudrais dire, c'est que là où je suis d'accord avec M. Kébé, c'est que c'est d'abord aux Maliens eux-mêmes de prendre véritablement la mesure de la gravité de la situation pour en ce moment trouver des solutions. Et c'est seulement quand les Maliens eux-mêmes vont s'entendre et se donner la main qu'en ce moment, la communauté internationale, elle est là pour nous aider et nous accompagner. Et je voudrais rappeler encore les résolutions des Nations Unies. Parce qu'il a parlé d'une résolution, mais je lui dirais que ça c'est normal. Ce n'est pas parce que l'ONU prend une résolution uniquement pour son personnel. Mais c'est parce que dans la charte, il y a des dispositions spéciales par rapport à la protection du personnel en mission pour les Nations Unies. Tout à fait. Donc une fois qu'il y a eu des attaques, des attentats contre les Nations Unies, c'était normal de prendre une résolution spécialement dans ce domaine. Mais c'est différent de la résolution générale qui gère la situation au Mali et qui parle véritablement des cas des civils. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est que si aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous n'avons pas besoin de l'aménagement, mais au prochain renouvellement, mais ils vont mettre un terme au mandat de l'aménagement. Mais c'est dont je doute fort aujourd'hui, M. Dissa, connaissant la situation du Mali. Je sais que nous avons encore besoin de l'aménagement. Le secrétaire général des Nations Unies a eu à déclarer, après l'ouverture de l'Assemblée générale cette année, il a insisté et il a révélé un grave problème. C'est que les Nations Unies sont confrontées aujourd'hui à un problème financier assez sérieux, assez important. Donc c'est d'ailleurs pour cela que le fait d'élargir l'aménagement aux pays voisins, ce n'est pas parce que le besoin n'est pas là, hein, mais c'est comment trouver les ressources pour financer cela. Donc ce qui fait que si réellement le Mali dit que le Mali n'en a pas besoin, mais ils vont automatiquement remettre ça sur d'autres pays. Mais permettez-moi de vous donner un exemple. Allons-y. C'est le cas de la Somalie. Tout le monde était au chevet de la Somalie. Mais après, tout le monde s'est retiré sans que le problème ne soit résolu. Aujourd'hui, c'est un pays qui est oublié par la communauté internationale, même par l'Afrique. Je ne souhaite pas que ce soit le cas du Mali. Nous pouvons, c'est vrai, la situation elle est difficile, elle est délicate, mais je vous assure, notre problème ce n'est pas l'aménagement. L'aménagement est au contraire là pour nous aider. Si nous-mêmes nous avançons dans la résolution des problèmes et que nous savons que nous n'avons pas besoin de l'aménagement, ces jours-là nous pouvons faire la demande. Et en ce moment, le Conseil de sécurité va prendre une résolution pour transformer l'aménagement uniquement en une mission d'accompagnement politique. Mais on n'est pas encore arrivé véritablement à ce niveau. Et ensuite, ce que je voudrais aussi ajouter, pour les forces internationales de façon générale, personnellement, je suis malien. Et ça me fait très mal aujourd'hui la situation de Kidal. Donc, M. Kébé, je suis d'accord avec vous. On est tous révoltés par ce qui se passe aujourd'hui à Kidal. Parce que nous pensons que... Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut voir la chose. Et s'il vous plaît, M. Kébé. Je dirais qu'au-delà de cela, voyons le problème vraiment de façon globale. Et comprenons une chose.
De 2012 à ce jour, l'armée malienne a toujours évoqué, à ma connaissance, 2 problèmes. Un problème de renseignement, un besoin de soutien aérien. Et je vous assure aujourd'hui, ce sont les partenaires internationaux qui peuvent nous permettre d'avoir une solution, une réponse à ces questions. Et c'est important que nous ayons des partenaires et que nous ayons des alliés. J'en ai fini, Michel. Merci beaucoup, Merci. Excellence. Mon général, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir vraiment nous aider? Merci. D'abord, la première des choses, la confiance du peuple malien. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, aider quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, ou bien qui n'a pas confiance en vous. Et je pense que c'est l'élément fondamental. Pour ceux qui vivent le problème, qui sont dans les points chauds, ils connaissent l'intérêt et l'importance de l'amusement. Et je pense que cette émission doit contribuer à faire comprendre la mission de l'amusement. Tout à fait. Je récuse le mot force attribué à l'amusement. C'est une mission multidimensionnelle intégrée. Et j'ai donné quelques aspects donc, qui visent à la stabilisation du Mali. Je pense que ça c'est indéniable. On peut, je pense que peut-être que le débat ici, le forum n'est pas approprié, mais je peux inviter M. Kébé à une réunion. Je pense qu'il peut demander aux forces de défense et de sécurité maliennes, peuvent demander aux magistrats maliens, ils peuvent demander aux acteurs de la société civile avec lesquels nous travaillons, quelle est la plus-value ou bien de l'amusement. Quel est l'avantage comparatif? Je pense que quelque part, quand on n'a pas bien compris quelque chose, on ne peut que faire des procès d'intention. Tout à l'heure, il dit que pour Kidal, nous y sommes pour quelque chose. Je pense que c'est ignorer tout le rôle que l'amusement et la communauté internationale ont joué pour aboutir à cette situation. Mais c'est regrettable effectivement qu'il y ait des regrets. Mais c'est pour ça qu'il y a eu un comité de sanctions qui a été prévu. C'est-à-dire que pour cibler toutes les personnes, les structures qui bloquent la mise en œuvre de l'accord. Parce que si ces structures-là sont en train de bloquer, je pense que la commission est arrivée ici, elle est en train de travailler, et je pense qu'elle a indexé des gens. Vous avez suivi la liste des gens qui ont été quand même normalement désignés pour être sanctionnés comme étant ceux qui vont entendre faire d'obstruction à la mise en œuvre de l'accord. Je pense que c'est une structure. Si vous avez des éléments d'information, cette structure est prête à entendre n'importe qui. Donc, vous pouvez donner des éléments. Si tant est que c'est l'amusement qui bloque, vous pouvez dire que voilà en quoi l'amusement a bloqué la mise en œuvre de l'accord. Donc, je pense la mise en œuvre de l'accord parce que Kidal fait partie, la souveraineté de l'État exercée dans la ville de Kidal, ça fait partie de la mise en œuvre de l'accord. Donc, un aspect également que je veux lever, c'est le fait que il y a eu effectivement des incidents qui sont survenus à Gao. Ça a donné lieu à une enquête et les troupes ont été rapatriées et il a été demandé aux pays contributeurs de les sanctionner, ce qui a été fait. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut vérifier. Maintenant, pour revenir vraiment d'une façon globale, je pense qu'aujourd'hui, l'apport de l'amusement n'est pas à démontrer. Que faire pour faire mieux et davantage? Justement. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Il a trouvé un mot que j'ai beaucoup apprécié. On est mieux aidé que par soi-même. Et c'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place des programmes de développement des résiliences des communautés à la base. La résilience des communautés à la base, c'est quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons des mécanismes traditionnels de gestion des problèmes. Nous avons également une rupture malheureusement de confiance entre la population et les gouvernants ou même les FDS. Donc je pense que quelque part, il faut trouver les mécanismes pour
remédier à cet état de fait, et j'ai évoqué tantôt le problème d'impunité. Comment faire pour recréer le lien de confiance entre les populations et les forces de défense de sécurité, entre les populations et les représentants de l'État. Ça, j'ai dit que c'est le premier élément, le premier socle d'abord sur lequel on doit bâtir la stabilité. Autrement, quels que soient les efforts qu'on va mettre, ça sera anéanti par ceux-là qui sont en train d'exploiter cette situation de manque de confiance et qui créent des opportunités qu'ils sont en train d'exploiter. Je pense qu'à ce niveau, c'est important et c'est pour ça qu'effectivement nous mettons un accent particulier sur la lutte contre l'impunité. D'accord. Merci, mon général. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission politique Le Débat d'Africable Télévision qui ce soir portait sur le thème force étrangère ou internationale au Mali, enjeux et perspectives d'une présence de moins en moins comprise. Et nous avions comme invité son Excellence Madou Diallo, ambassadeur, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères. Nous étions en compagnie du général Issoufou Yakouba, général de police, commissaire de la composante police de la MINUSMA UNPOL. Et enfin, notre troisième invité était M. Ibrahim Kébé, commissaire principal de l'association Faso Kani. Mesdames, Messieurs, pour ma part, je voudrais tout simplement vous dire ceci. Nous sommes quand même à une période très très critique de notre histoire. Des hommes et des femmes ont quitté très très loin pour venir nous aider. Le minimum, c'est de leur faire confiance. Le minimum, c'est d'aller ensemble. Ce n'est qu'ensemble, mesdames, messieurs, que nous soyons maliens seulement entre nous, ou que nous soyons tout simplement des humains entre nous, mais ce n'est qu'ensemble que nous pourrons vraiment réussir ce que nous voulons vraiment faire. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission Politique les débats. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.